Hello friends, j'espère que vous allez bien. Bon retour dans la théorie du possible podcast et bienvenue dans la saison 2 de la théorie du possible podcast. Aujourd'hui, je reçois Estelle. Allô tout le monde. Tu voulais la faire? Tu voulais faire l'ouverture de la théorie du possible podcast. C'est ça que tu essayais de faire. Vas-y. Entendu. Bonjour à tous. Bienvenue à la théorie du possible podcast. Je vais être votre hôte Moutaka. Non, Estelle. Non, c'est bon. Bienvenue à la saison 2. Ok, aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir Estelle qui est une personne incroyable, qui est vraiment inspirante, qui est une de mes meilleures amies. Est-ce que t'es une de mes meilleures amies? Oui. Parce que t'es trop bad là, t'es pas gentille. Non, mais t'aimes ça, je te pousse à être meilleure. T'as vu, hein, ces caméras, c'est enregistré. Il a avoué que je suis une de ses meilleures amies. Il l'a avoué. No take backs. Ok, bon, t'as quand même plusieurs qualités que j'aime beaucoup. L'honnêteté franche. Oui, une de tes meilleures qualités, là, genre, c'est ton honnêteté, puis même si ça va faire mal, tu vas dire les choses pareilles. Ça, j'apprécie vraiment ça. Puis ça me fait chier aussi, mais je préfère ça. Que tu sois honnête, même si ça fait mal, c'est ça. On se dit les vraies affaires. Non, moi aussi, je préfère. Franchement, ça devient d'où, ça? L'honnêteté comme ça. Je sais pas. Hein. Je pense que mes parents aussi sont des gens très directs, ouais. Direct, ouais. Je pense que c'est vraiment une bonne qualité. Mais puis, je trouve que, en fait, finalement, le mensonge, c'est juste une perte de temps. Hein, parce que la vérité, tu sais, elle va toujours venir. Elle va toujours remonter. Donc... Ouais, à un moment ou à un autre. Ouais. Fait que c'est mieux. Et puis, tu sais, il y a la confiance aussi, là. Ouais. Exact. Comme on dit, la confiance, ça prend toute une vie à construire, mais ça prend une seconde à briser. Et une fois brisée, la reconstruire, c'est dur. C'est difficile. Ouais, exact. En tout cas, genre, je suis vraiment content que tu aies accepté de venir. J'espère que tu vas être gentil pour une fois de ta vie et puis que tu vas pas traumatiser ceux qui écoutent. Fake news. Je suis très gentille. Ok, on se lance? Dis-moi, à quoi ça te fait penser la théorie du possible? À quoi ça te fait penser? Ouais. Sauf que c'est moi qui pose les questions. Entendu. Ok. Vu que tu as balancé la question, vas-y. Qu'est-ce que ça t'inspire, la théorie du possible podcast? Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de super analytique. Peu de gens savent ça sur moi. Mais j'ai toujours beaucoup aimé les maths et d'autres sciences. Donc, quand tu me dis théorie du possible, c'est sûr que moi, j'y vais directement analyser mot pour mot. Premièrement, c'est quoi une théorie? Donc, c'est un ensemble de hypothèses qui peuvent s'avérer vraies ou pas. C'est une suite logique. Et c'est souvent appliqué justement à des concepts abstraits, tels que les mathématiques, la physique, etc. Après, tu parles de possible. Qu'est-ce que le possible? Donc, tout ce qui est réalisable, quelque chose qui existe sans contradiction. Mais finalement, c'est quoi? C'est une limite, en fait. C'est une limite qui a le possible et l'impossible. Ouais. Donc, si tu mets la théorie du possible ensemble, moi, je pense, en fait, c'est une façon de pousser la barrière, pousser la limite et rendre des choses impossibles, ou du moins peu probables, possibles, quoi. Et tu vois ce que j'aime avec cette question-là, genre, chacun vient avec sa réponse, puis... Ouais. Il y a la diversité, puis j'aime vraiment ça. Moi, j'aimerais que tu répondes à ces questions un jour, tu vois. Ouais, Parce que c'est toi qui l'as éventuellement, nommé. éventuellement, je vais répondre un jour, puis je vais te donner la réponse officielle. Ouais, c'est ça. Mais mon plan, c'est, je vais vous laisser répondre, après, je vais prendre toutes vos réponses, puis je vais fabriquer la meilleure réponse. Comme ça, c'est moi qui vais paraître le plus smart de l'histoire, mais c'est vous qui êtes smart, en fait. Du coup, lui, il sait même pas ça veut dire quoi. Il a juste choisi comme ça, c'est ça? Non, il y a une histoire, bien puis sûr. Ouais. Il y a une signification. Ok, maintenant, commençons par le début. Ok. Estelle. Aujourd'hui, je reçois Estelle. Enchantée. Ok. So, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Commençons par ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qu'on fait, en fait. C'est un peu difficile à expliquer. Pour votre information, donc Moutaka et moi, on est collègues de travail. On est dans la même équipe. Donc, on est consultants en optimisation. Je suis ton collègue préféré. De travail, je veux pas le dire. Sous enregistrement sous la caméra, là, zéro chance.
Il essaie de me coincer, hein. Il essaie de me coincer comme ça tout le temps au travail aussi. C'est très difficile de vivre avec Moutaka en vrai. Non, mais franchement, c'est sûr qu'en théorie, on travaille 40 heures semaine. Dans la réalité, des fois, on travaille 60, 70. On passe beaucoup de temps avec nos collègues, du coup, tu vois. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de t'avoir rencontré parce qu'on est vraiment devenus amis, tu vois. Et c'est important de se faire des amis au travail puisqu'on y passe longtemps. C'est vrai, la majorité de notre vie. Ouais. Bah, du coup, je suis Je vais pas le dire. Ton meilleur collègue, là. Parmi un de mes préférés. Non, je veux pas être parmi, je veux être le seul. Non, j'ai pas envie que d'autres personnes voient ça. Ok. Fait que là, t'es consultante. Moi, je peux t'aider un peu dans ta réponse en consultation en comptabilité financière. Ouais. Mais plus précisément, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu fais plus de l'optimisation financière qu'on dit. C'est sûr que, ouais, c'est ça. Notre équipe, c'est sûr qu'il y a comme deux gros piliers, je dirais, qui est Complex Accounting. Et un autre qui est FO, Financial Optimization. Et c'est sûr que mon background, c'est plutôt finance. Je suis pas vraiment comptable de formation. Et donc, je fais plutôt des projets d'optimisation financière qui peut être... C'est très vague quand même parce que ça peut être de l'implémentation de software tel que SAP Oracle ou ça peut être comme vraiment optimisation des processus qui sont en place, des procédures, dessiner de nouvelles procédures, travailler avec des équipes de gestion de changement pour les implémenter, pour les formations, etc. Ouais. La question que je me pose, c'est quoi le parcours qui t'amène à ça? À une carrière comme ça? Franchement, je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment je me suis retrouvée là. Ok, attends. Proprement dit. Quand tu as commencé l'université, qu'est-ce que tu voulais faire? En vrai, je savais pas trop. Tu sais, j'étais bonne en maths. J'ai continué Path of Least Resistance, tu sais. Genre, j'ai continué dans cette lancée. C'est sûr que j'aurais pu faire ingénieur, physique, etc. Mais ça me disait pas trop. Les mathématiques pures et dures, théoriques, c'était pas aussi un domaine... vraiment comme c'est très théorique quoi, tu vas être prof, tu restes dans l'abstrait. Je voulais quand même du concret, tu vois, tu travailles, t'as des livrables et t'as ton salaire, etc. Et ouais, donc mon père aussi m'a poussé un peu vers les finances et donc j'ai fait finance. Mais en vrai, moi je pensais que j'allais travailler en finance comme vraiment pur et dur, investment banking, peut-être VC, peut-être private equity, tu vois, vraiment tout ce qui était valuation, etc. Et non, c'était entre mon bac et ma maîtrise que j'avais pris un job comme ça, un poste temporaire, parce que j'avais plus de sous, en fait, parce que j'étais en train de voyager, je voulais prendre un peu de temps entre les deux. Okay. Et j'étais analyste financière pour une grosse compagnie de métallurgie. Donc, ils travaillaient dans la fonte de coppre pour faire des câbles électriques. Donc, tout ce que tu vois ici, tu vois, les câbles pour les micros, etc., jusqu'aux gros câbles pour les trolleys à Toronto, pour déplacer les trolleys. Ouais. Et c'était super intéressant. Donc, j'étais là, analyse financière, j'étais en train de voir, tu sais, le input, tous les scraps et tout ce qui était coppre pur, versus le output, combien on perdait, l'inventaire en main versus la demande des clients pour chacun des produits, parce que c'est sûr que c'est pas les mêmes clients pour les trucs de trolley que pour les trucs courants. Ouais. Et tout ça, et j'ai appris tellement dans ce mandat-là. Et tu sais, j'avais mon bureau juste au-dessus de la fente, donc je voyais, tu sais, la fente de métal, et c'était super intéressant. Et je me suis dit, oh non, imagine comme tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vois, avoir cette expérience-là, où tu as vraiment une high learning curve et juste cet apprentissage continu. Et c'est là que ça a snap sur moi, le consulting, tu vois. Parce que bien sûr que j'étais dans une école de commerce, je savais c'était quoi, j'avais fait déjà des cases, mais ça m'a pas intéressé plus que ça. Mais ce moment-là, il y a eu le déclic dans ma tête que, en fait, non, je voulais faire du consulting et je voulais avoir donc cet apprentissage continuer, finalement cette discontinuité, quoi, ce changement de pas de monotonie. Donc ce que tu aimes le plus dans la consultation, c'est plus cet aspect de apprentissage. Oui. Tu apprends tout le temps parce que tu es sûr de nouveaux mandats, des mandats divers. Oui. À chaque fois. Ouais. Exactement. Je trouve qu'on ne peut jamais savoir trop et genre, quand on arrête d'apprendre, c'est là qu'on arrête de vivre, quoi. C'est vrai. C'est super important. Toi, pendant tes études, tu as beaucoup voyagé? Oui. Ok. Pourquoi? Est-ce que c'était pour le fun ou c'était parce que tu trouvais que ça t'apportait quelque chose de particulier? En vrai, j'ai toujours voyagé dans toute ma vie. Comme la première fois que j'ai pris
en avion, j'avais 1 an. Mes parents ont beaucoup voyagé. Mes parents, ils sont de backgrounds très divers, très différents l'un de l'autre. Et ma famille a toujours été partout. Donc, je voyageais pour voir ma famille, qui était éparpillée dans le monde. Et du coup, même... Ta famille est éparpillée dans combien de pays? Ok. Mon père, donc, lui, il est de Montréal. Et il a un frère en Italie, une sœur en Thaïlande et une autre sœur en Angola. Lui, il est 50-50, Angola-Afrique du Sud. Ma mère, elle est en Angola. Et la plupart de ma famille est au Portugal, Angola, de l'histoire des 2 pays. Mais franchement, j'ai un cousin en Hawaï parce que mon oncle était surfeur. Et puis, il a eu un accident heureux, une surprise là-bas, quoi. Donc, une surprise? C'est quoi un accident heureux? C'est... une surprise, un bébé. Un bébé, ouais. Il est parti surfer et puis mon cousin Malaika, il a 20 ans, il est là-bas. Waouh. Mais parmi tous ces pays, c'est lequel tu préfères? C'est quoi la culture que tu préfères? Non, c'est sûr que c'est super, super, super différent et très, très difficile à comparer. Après, moi, j'ai grandi, j'ai passé la majorité de ma vie en Angola. C'est sûr que j'ai eu une enfance super heureuse et j'ai beaucoup aimé, mais c'est sûr que c'est pas la même chose parce que t'es enfant, tu vois, t'es un peu protégé des réalités dures. En fait, tes parents, ils te protègent et t'es un enfant, quoi. Tu profites de la vie. J'allais à la plage, je jouais, j'avais un gros jardin, l'arbre, l'espace pour courir, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, retourner là-bas, travailler là-bas, ce serait pas la même réalité du tout. C'est vraiment pas la même réalité. Non, c'est sûr que... Mais est-ce que tu te dis, un jour, je pourrais faire ça? Un jour, genre, je dis pas tout de suite, dans quelques années. Peut-être. Parce que je sais que t'aimes beaucoup quand même l'Angola. Ouais. C'est sûr que ça va dépendre du marché du travail et des conditions, mais c'est ça la vie en fait. C'est toujours, comme tu dis, j'ai beaucoup voyagé. Je pense que je suis à 26 pays, un truc comme ça. Et j'essaye de faire les 30 avant les 30 là. Ouais. Et le plus tu voyages, c'est en fait une curse parce que le plus tu fais un pays dans ta tête qui n'existe pas en fait, un lieu fictif où tu prends tous les pour de chaque pays, mais tu oublies les contre. Ouais. Et donc tu fais un endroit qui n'existe pas. C'est vrai. Pour toi, c'est quoi que ça t'a apporté le plus de voyager? L'ouverture d'esprit, l'acceptation, le respect de la culture de l'autre, tu vois. Parce que, bon, après, c'est sûr que je ne juge pas les gens qui n'ont pas voyagé parce que c'est sûr que c'est pas donné. Ouais. Et pas tout le monde a été moyen. Et je l'admets, je l'avoue, je le reconnais, combien j'étais privilégiée, en fait, de le faire. Et dès un très jeune âge, parce que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais franchement, il y a tellement de cultures différentes dans le monde, tellement comme... Ça peut 2 choses. Tu peux questionner tes propres valeurs, ta propre culture, ou non, tu peux te réaffirmer dans toi-même et ta culture. Ou encore une fois, tu peux créer une 3e culture. Qui est-ce qui arrive avec nous, tu sais, des gens qui sont d'une autre culture, qui immigrent, ou de cultures différentes à la base, tu vois. On a juste absorbé vraiment beaucoup de cultures, puis on se retrouve avec une culture... Une 3e culture, en fait. C'est pas moitié-moitié, non. Ouais. C'est vraiment une 3e. Et ça, c'est dur, en fait, parce que quand tu rentres chez toi, dans ton pays, c'est comme t'es un étranger, t'es pas... C'est vrai. Ou ici, t'es pas québécois assez... Ici, on te voit comme un étranger. Et tu rentres chez toi, t'es plus vraiment chez toi, parce que les gens, ils te voient aussi comme un étranger, parce que ta culture, ta façon de faire, ta façon de voir les choses a tellement changé parce que t'es venu ici puis t'as pris d'autres choses d'ici. Ouais. Fait que là... Mais même toi, en fait, finalement, comme pas juste les gens, toi aussi, tu te sens déplacé. Ouais, c'est vrai. Ouais, déraciné. C'est vrai. Je me rappelle la dernière fois que j'étais rentré au Togo. Ouais, ça frappe là. Donc, c'est ça, quand tu me dis peut-être un jour je retournerai. Oui, mais c'est sûr que chaque fois que je retourne aussi, après 2 semaines, je vais partir. Genre 2 semaines, c'est le maximum. Ouais. Après un moment, t'es là comme... Non. Ouais. Mais c'est sûr que ça change dans ta vie. Tu sais, moi, je me vois pas vieille au Canada, genre avec le froid, impossible. C'est quoi qui t'a le plus choqué au Canada? Est-ce que c'est le froid? Ah oui, 100%. 100%. Parce que du coup, je suis venue beaucoup au Canada quand j'étais jeune, comme gamine. Je passais les étés ici avec ma grand-mère. Mais encore une fois, c'est beaucoup ancré dans la communauté haïtienne. C'était pas
vraiment dans la communauté, tu vois. C'était encore un peu protégé, tu vois. Et j'avais la routine de ma grand-mère qui était allée à l'église, aller faire ci, aller faire ça. Mais non, franchement, c'était le froid. C'était le froid. Mon premier hiver, c'était ici. Genre, quand je dis déraciné, là, j'étais tellement fâchée avec mes parents. Tu sais, j'avais 16 ans, j'avais mes amis. C'était dur de changer d'école à 16 ans. Surtout, tout le monde avait leur clique d'amis déjà, etc. J'étais étrangère. Attends, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu as étudié en Angola? Oui. Est-ce que tu as vécu un peu au Portugal avant de venir ici ou tu as fait Angola direct ici? Non, direct ici. Ouais, ça c'est encore plus chaud là. Non, j'ai vécu un peu au Portugal quand Covid a frappé. Et ma maîtrise, donc, je voulais pas rester en Hollande toute seule. Mes colocs étaient rentrés dans leur pays, une était espagnole, l'autre était péruvienne. Et je vais pas rester dans mon petit appart. Est-ce que je peux curse? Non. Non, tu peux pas curse. Non, c'est un appart étudiant, quoi. Il était pas top. Ouais. J'avais pas de micro-ondes, j'avais pas de lave-vaisselle, j'avais même pas de four. J'avais que les 4... J'avais pas de four dans mon appart. Mon appart était vraiment... Comment tu mangeais? Tu cuisinais jamais? Mais j'avais tu sais, les oven top, les 4 trucs, donc dans les pots and pans, mais j'avais pas de four. Ok. Je cuisinais, mais... Ok. Tu pouvais juste mettre des trucs sur les plaques pour chauffer. Ouais, genre. sur des poêles. Ok. Et des casseroles, quoi. Ok. Mais pas de plat au four. Maintenant. Fait que là, t'as fait ton bac. Puis t'as fait ta maîtrise. Non. T'es arrivé ici en quelle classe? La première. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait le système français, c'est-à-dire le cégep, I guess. Ouais. Donc, j'ai fait mes 2 dernières années d'école au cégep ici. Français, ça devient d'où? Parce qu'en Angola, ils ne parlent pas français. C'est quoi la langue en Angola? Portugais. Portugal, évidemment, Portugal. Et puis, ça veut dire que tu n'as pas de background en français? Mais j'ai fait l'école française en Angola. Donc, en Angola, il y a beaucoup de pétrole. Et il y a Total là-bas. Et ils ont une école française pour les expats français. Et puis, pour les perdues canadiennes, angolaises de ce monde, quoi. Ouais. Donc, mon père, il est francophone. Ok, ouais, ton père, il est francophone. Est-ce que ton père, il vous parlait français à la maison? Oui. Ok. Oui. Et puis, ok, vous parlez français à la maison. À l'école française? Portugais, quand même, que français. Mon père, franchement, en grandissant, si tu me demandes laquelle j'ai appris d'abord, je ne sais pas. Comme mes parents, vraiment, à table, ma mère, elle me parlait en portugais, mon père, il me parlait en français, et je répondais à mon père en français et à ma mère en portugais. Wow. Et eux, ils se parlaient anglais entre eux. Est-ce que ça t'a mis du temps avant de commencer par parler? Parce que j'ai lu quelque part que les enfants qui sont soumis à 2 langues pendant qu'ils sont vraiment bébés, ils prennent un peu plus de temps pour parler. Parce que il faut que tu fasses la différence entre les deux. Mais quand tu commences pas à parler, justement, tu parles les 2 langues en même temps. Je pense pas. Ma mère, elle me raconte cette histoire, mais je m'en rappelle pas. J'étais vraiment petite. Je pense qu'elle dit que j'avais 1 an et demi. Où elle disait, mon père, il me parlait en français. Et puis elle s'est fâchée contre lui. Elle lui disait, arrête de lui parler en français. De toute façon, elle comprend pas. Elle comprend que le portugais. Tu vas la confondre, genre. Okay, ouais. Et puis mon père lui a dit n'importe quoi. Il s'est tourné vers moi et il a dit, Estelle, va me chercher la télécommande. Et je lui ai été lui chercher la télécommande de la télé. Je lui ai donné la télécommande. Et puis il lui a dit, t'as vu? Elle comprend. Après, ma mère, elle n'a plus jamais rien dit. Mais c'est sûr que mon père, lui, il a appris le portugais beaucoup plus rapidement parce qu'il faisait à cause du business, il faisait le business en Angola, etc. Ma mère, finalement, elle a appris français plus tard, mais elle a appris. Et c'est elle qui s'asseyait avec moi, elle faisait les devoirs, c'est etc. C'est vrai. Ta mère n'est pas le français. Ouais. C'est impressionnant. Mais les 2, ils ont un accent, tu sais. Les 2, c'est pas leur langue maternelle. Ouais. Moi, je pense qu'eux, ils diraient que moi, j'ai pas d'accent. Mais franchement, je pense pas. Il y a une erreur que je faisais souvent quand j'étais jeune. C'était parce que, tu sais, le portugais, le français, c'est 2 langues latines, elles se ressemblent beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qu'en français et en portugais, le genre est inversé. Et je me rappelle, j'étais gosse et mon père me courait derrière moi parce que je disais un dent, parce qu'en portugais, c'est un dent. Et en français, c'est la dent. Une dent, ouais. Donc, c'était des petites choses comme ça, tu vois. Inverser les genres. Parce qu'en français et en portugais, c'est souvent l'inverse. Mais autre que ça, je pense que j'étais encore une fois privilégiée parce que je parlais plus portugais à la maison. Mais du fait que j'ai fait l'école française, c'est vraiment comme balance parfait. Et le truc, c'est que le portugais, je le parle plus à la maison. J'ai toujours parlé.
mais j'ai pas eu de scolarité officielle, quoi. Ok. Donc, je faisais beaucoup d'erreurs de grammaire et d'orthographe. Et puis, un jour, ma mère, elle s'est fatiguée, là. Et ce qu'elle a fait, elle m'a dit, écoute, Estelle, tu sais ton portugais, comment on va le régler? Tu vas lire. Et c'était des livres qu'elle avait à la maison. C'était pas des livres d'enfants. La première fois que j'ai lu Tolstoï, ma mère, elle adore les écrivains russes, Tolstoï, Dostoïevski. Elle aime aussi beaucoup l'écrivain japonais, là, Murakami, elle adore. Donc, la première fois que je lis un livre de Tolstoï, j'avais 10 ans. C'était Guerre et paix. J'ai lu Guerre et paix. C'est un gros livre, ouais. J'avais 10 ans. Du coup, elle me l'a mis à lire en portugais. C'est comme ça que j'ai réglé mes problèmes de grammaire, orthographe, etc. Après, mon père, il était un peu jaloux. Pourquoi tu lis ces gros livres en portugais, lis aussi en français? Du coup, j'alternais. Je lisais un livre en portugais, un livre en français. Un livre en portugais, un livre en français. Ok. Mais là, en somme, tu parles combien de langues? 4. Tu parles 4 langues. Tu parles portugais, tu parles français, anglais, j'imagine. Oui, c'est quoi le 4? Et espagnol. Ok, tu parles... Ok, espagnol, ça vient d'où? Donc, mon père, en fait, il est haïtien et cubain. Mm-hmm. Et j'ai appris le portugais, l'espagnol à l'école. Tu sais, avec le portugais, c'est pas très dur d'apprendre l'espagnol et tout. Ensuite, j'ai pas connu mon grand-père toute ma vie. C'est vraiment quand j'ai déménagé à Montréal à 16 ans. Et tu sais, il était un peu malade et j'allais le visiter, etc. Donc, j'avais quelqu'un avec qui parler espagnol avec. Donc, je pense que les langues... Même là, par exemple, j'étais au Mexique cette année et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé espagnol. Et ça m'a pris 1 minute, tu sais, pour me réacclimatiser. Si tu ne les parles pas, les langues, tu les perds. Ouais, tu les perds, c'est ça. Ouais. Mais je comprends le créole. Je ne le parle pas. Ma grand-mère, mes tantes... Tu sais zouké? Non. Non? Non. Voyons donc. Non, je ne sais pas. Ok. Vas-y, continue. Mais ma grand-mère, elle me parle souvent en créole et puis je lui réponds en français. Et c'est comme ça. Ok. Maintenant, je veux qu'on revienne sur la partie études. Mm-hmm. Ok. Parce que là, tu disais que tu arrivé ici, tu étais en première. Oui. Et puis, là, tu voulais parler un peu du système d'ici. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, je veux savoir un peu plus sur ton parcours. Ok. Alors... j'ai fait le système français. C'est sûr que j'ai fait le système français ici. Donc, c'était un peu un entre-deux. J'avais des cours du système québécois, finalement. Donc, c'était un peu reconnu comme un cégep. On avait ce qu'ils appelaient des complexes québécois. Okay. Donc, l'histoire Québec-Canada, tu sais, algonquien, inuit et tout ça, qui fait pas partie du système français. Mm-hmm. J'avais aussi des cours de maths extra. Je ne sais pas pour ceux qui ont regardé si eux, ils ont fait le système français et ensuite ils ont fait une école ici comme HEC ou McGill. Parce que tu avais des cours que tu devais prendre en prépa, obligatoire. Ouais. Mais finalement, je les avais déjà pris au cégep, les maths 203, etc. Ouais. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire ça parce que j'avais des compléments québécois, ce qu'ils appellent. Donc, c'est des cours extra qui me donnait l'équivalence cégep, en fait. Okay. Donc, j'ai eu un bac français avec l'équivalence cégep. T'as pas fait de cégep, du coup, quand t'es arrivé ici? Non. OK. Donc, t'as pas fait de cégep. Là, t'es parti à McGill directement? Oui. Puis, t'as fait ton bac? Exact. Est-ce que t'as passé tout le temps de ton bac ici ou t'as voyagé pour ça? Non, j'ai voyagé. OK. J'ai fait un échange étudiant à Séoul, en Corée du Sud. All right. Yeah. OK, comment t'as trouvé ça? C'est super. Attends. Pourquoi t'as choisi de partir? Ouais. Et puis 2, maintenant, comment t'as trouvé ça? Ouais, franchement, j'avais pas une grosse raison. Hein. C'était pourquoi pas. Je suis juste partie. T'avais l'opportunité. C'est ça. J'avais déjà beaucoup voyagé en Afrique, donc surtout au sud de l'Afrique. En vrai, jusqu'aujourd'hui, je connais que le sud. J'ai fait l'Angola, le Mozambique, le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud. Je connais beaucoup l'Europe. J'ai beaucoup voyagé en Europe aussi. Puis l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, même le Mexique, tu vois. J'étais jamais allée en Asie. Et moi, je suis comme, bon, quand est-ce que dans ma vie, je vais aller jusqu'en Asie, surtout comme payer, parce qu'en plus, tu avais comme une bourse mouvement. C'est une expérience complètement différente, unique, tu vois. Ça me disait pas d'aller... Je cherchais en fait le choc culturel. Je voulais ça. OK. Après... Bon, pourquoi tu voulais ça, d'abord? Une expérience, tu vois. OK, ouais. Vivre un truc complètement différent, que j'aurais pas l'occasion de le faire autre que ce moment-là. Après, moi, j'étais très dans tout ce qui est manga, animé et tout ça quand j'étais jeune. Mais malheureusement,
McGill n'avait pas de comme école partenaire au Japon. Donc, je suis comme, OK, je vais juste partir en Asie. Au début, j'avais choisi Hong Kong parce que moi, j'étais en finance, tu vois, et c'est quand même un pôle de finance. De même pour Singapour. J'avais aussi considéré Singapour. Mais bon, tout le monde m'avait dit Singapour, c'est trop dur, tu étudies beaucoup et tout ça. Mais moi, je voulais comme aussi partir un peu en vacances, tu vois. Faire je voulais la fête un peu. Ouais, exact. Rester à étudier à la bibliothèque toute la journée. Donc, j'ai vite enlevé Singapour comme option. Après Hong Kong, ce qui s'était passé, c'est que j'avais parlé à beaucoup de gens qui allaient à Hong Kong. Comme, je pense qu'il y avait 30 personnes de McGill qui allaient à Hong Kong. Et moi, j'avais peur que si je faisais ça, j'allais pas me pousser à essayer de nouvelles choses, tu vois. J'allais juste rester avec les gens de McGill, les gens qui étaient dans la même circonstance que moi et pas me mélanger, etc. Et donc, j'avais été à une foire d'élèves qui avaient déjà été en échange, qu'ils allaient présenter tout ça. Et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Asma. On est devenus amis, mais à ce moment, c'est la première fois que je la rencontrais. Et puis elle m'a dit, ouais, moi je suis partie en Corée, c'était trop bien, tu devrais y aller. Elle m'a vraiment vendu le truc là, genre, Corée c'est trop bien. Et moi je sais comme, tu sais quoi, pourquoi pas. Mais franchement, j'avais jamais, comme je savais que Samsung c'était coréen, mais pas plus quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en Corée parce qu'ils aiment trop les K-dramas, le K-pop et tout ça, mais c'est pas du tout mon délire. Je suis juste partie comme ça. Comme ça. Ouais. Et c'était comment, finalement? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu as regretté ton choix? Non, franchement, c'était une expérience incroyable. C'était vraiment once in a lifetime opportunity. J'ai découvert une culture, une société complètement différente de la mienne. Et franchement, pour le coup, tu sais, genre, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup voyagé seule, tu sais, en tant que femme noire. Et c'est pas toujours évident. Mais pour le coup, je me sentais en sécurité. C'est sûr que à Séoul. Ouais. Ok, je suis étonné de l'entendre. Ouais, franchement, je sortais en club et tout. Je rentrais chez moi à 4h, 6h du matin. Zéro problème, rien, nada. C'est sûr que la Corée, Séoul, c'est pas comme Montréal. Là. C'est une société super homogène. Tu vois, tout le monde est coréen. Oui. Même limite un chinois ou un japonais comme stands out. Alors tu m'imagines moi, 5 pieds 10, noir, les gros cheveux, j'étais visible quoi. Tu passes pas inaperçu. Mais franchement, les gens, ils s'en foutaient de moi, quoi. C'était vraiment, genre, j'allais dans le métro, je faisais mes courses, j'allais dans le marché, j'avais ma petite routine, c'est ma vie. Ouais. Et franchement, les gens, ils interagissaient pas avec moi. C'est sûr qu'il y avait 2, 3, 4 petits pépé, mamie, des fois qui étaient curieux et tout, mais ils étaient vraiment sympathiques et ils demandaient à prendre une photo et tout, mais tu voyais que c'était innocent, tu vois, et c'était surtout les gens plus âgés. Okay. Les jeunes, ils faisaient pas ça. N'oublie pas de t'aimer. Donc on vient de recevoir nos cafés et c'est écrit n'oublie pas de t'aimer. Qu'est-ce que ça t'inspire? Non, je sais pas, c'est important là, le self-love. C'est sûr que des fois, je trouve qu'on peut être nos propres worst critics, tu sais, les gens qui se critiquent le plus et qui se donnent pas assez de, comment dire... de crédit. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est l'esprit qui fait ça là, l'ego. Toi, ton ego, il est comment? Je sais pas. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui croit trop dans ces affaires de zodiaque là. Mais non, pas zodiaque, en théorie, mais genre... les lions, ils sont super narcissiques et ils s'adorent, genre. Mais moi, je trouve que c'est pas vrai. Hein? Moi, je trouve que c'est pas vrai. Tu penses que c'est vrai? Oui. Non, je pense pas. Ça te va bien là, narcissique, ouf. Moi, si tu me demandes, Estelle, comment, premier mot qui me vient à l'esprit, narcissique. Oh, wow. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, non, je pense pas. Je sais pas. C'est sûr que, tu sais, comme je disais au début du podcast, quand tu m'as demandé la théorie du... Je suis quelqu'un de super analytique, tu vois. Mm-hmm. C'est sûr que j'ai des moments de folie comme ça, comme aller en Corée dans un coup de tête, mais à d'autres où je pondère chaque pas que je fais. Je fais des pour et des contre, etc. Ouais. Et c'est paralysant des fois, tu vois. Non, je comprends très bien ça, là. Ouais. Mais, je sais pas... Il y a des pour et il y a des contre à ça, à être comme ça, à être super analytique. Mais ouais, c'est vrai que je pense que tu es une personne quand même assez logique.
Mais c'est bien parce que ça nous évite de faire des erreurs. Mais il y a des erreurs qui sont bien, tu vois. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut juste foncer. Ouais. Dans la vie, moi, je pense que c'est mieux de regretter quelque chose qu'on a fait que quelque chose qu'on n'a pas fait. Ouais. Je pense que le what if, le si j'avais, là, il tue. Je préfère regretter quelque chose que j'ai fait et apprendre de cette erreur, finalement. C'est toujours une leçon. C'est ça. Plutôt que de te dire... Oh, si j'aurais dû, si j'aurais fait, si j'avais fait, qu'est-ce qui serait passé? Je pense que c'est ça qui te hante le plus. Ça te hante, vraiment. Que de ne pas le faire, franchement. Quand je pense à... Je pense pas qu'il y ait des choses... Il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie où après, j'étais vraiment en mode regret. Mais je pense qu'il y a des choses que j'ai pas faites où... Je sais pas, des trucs que je me suis retenu de faire où après je me suis dit bon peut-être que j'aurais dû le faire puis d'assez. Non, franchement fais-le. Et tu vois le ego justement, si je relie avec le sujet d'avant, tu sais, des fois il y a quelqu'un qui te manque, des fois tu sais t'es fâché avec quelqu'un et ton ego t'empêche de l'approcher, de pardonner et tout ça. Et franchement, genre, c'est toi qui perds, même si la personne n'est pas réceptive, tu vois, au pardon ou à refaire le pont, tu vois, au moins toi, t'es irréprochable parce que tu peux pas contrôler comment les autres réagissent et les autres font, c'est hors de tout contrôle. Mais si tu peux contrôler ce que toi tu fais, fais-le. Ok, bon. Donc, tu penses que s'il se passe quelque chose avec quelqu'un... Vas-y. Ok. Mais ok, avant que je ne pose ma question, ce que j'aime vraiment avec la façon dont ce podcast se passe, c'est... Là, on va revenir là-dessus. On va revenir sur Séoul. Ok. Parce que je veux savoir un peu plus sur ton expérience de femme noire. Et puis, tu as beaucoup voyagé. Et je veux savoir ça. Et j'ai beaucoup d'autres choses à rajouter sur ce sujet. Parce que c'était pas que des roses. Ouais. Mais ce que j'aime avec ça, c'est que on fait vraiment une discussion. Puis, on se bloque pas, on se limite pas. On laisse la discussion nous amener partout où ça peut nous amener. Puis là, ça nous a amené sur le sujet d'ego parce que on nous a apporté des cafés. Et puis, c'est écrit, n'oublie pas de t'aimer. Puis, en tout cas, on est arrivé sur le sujet de l'ego. Maintenant, on va en parler. Et puis, là, tu as dit, OK, s'il se passe quelque chose avec quelqu'un, puis tu pardonnes pas, c'est ton ego qui t'empêche de pardonner. Non, j'ai pas juste dit ça. J'ai pas juste dit ça. Parce que c'est pas juste ça, ok? Parce qu'imagine, tu te fâches avec quelqu'un pour une raison stupide, X ou Y, que vous êtes tous les deux dans votre coin en train de... Et personne fait le premier pas pour une question d'ego. Mais après, le pardon, c'est bien beau, tu vois. Mais c'est vide, en fait, c'est des mots. Quelqu'un qui s'excuse, je sais pas, tous les X temps, mais qui refait la même chose, tu sais, à la fin de la journée, c'est les actions. Exactement. Ouais. C'est vraiment là que moi, je voulais en venir. En portugais, on dit que les excuses, ça s'évite. Ça se dit pas, ça s'évite. Ouais. C'est vrai. Moi, je dis pas que tu dois pardonner tous les pardons, là. C'est pas du tout ce que je dis. Okay. Mais il faut pas laisser ton ego t'empêcher de comme reconnecter avec quelqu'un ou autre. Si c'est un truc petit, stupide, tu vois. Mais après, si la personne s'excuse et refait, c'est fatigant. Ouais, en fait, je pense que c'est ça le truc parce que parfois tu veux pardonner, mais il faut que la personne aussi montre. Ouais, qu'elle est prête à changer. C'est ça, qu'elle est prête à changer. Mais moi, je pense que tu dois toujours pardonner. Je ne dis pas oublier, mais pardonner. Parce que, franchement, ne pas pardonner, garder ça pour toi, c'est un truc que tu portes aussi. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu le lâches, quoi. Ouais. Parfois, il suffit pas de dire aussi j'ai pardonné, mais il faut vraiment le ressentir. Là. Ouais. Non, les mots, ça veut rien dire. C'est ça, parce que tu peux dire j'ai pardonné, mais j'entends encore des séquelles où t'en veux encore un peu à la personne. Puis moi, mais ça revient aussi avec ce que je dis, tu vois. Tu peux pas contrôler les actions des autres. Et qu'est-ce que les autres vont dire ou faire. Tu peux contrôler toi et comment tu réagis à ce que les autres disent et font, tu vois. All right. Intéressant. Et il faut pas aussi être ashamed à demander de l'aide, tu sais. Genre, s'il y a des choses que tu peux pas
oublier ou gérer, etc. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de tabous dans la communauté noire, là, mais des fois, c'est même plus facile, en fait, de trouver quelqu'un comme professionnel, externe, neutre, en fait, avec qui parler, que, tu sais, la famille ou des amis, ou qui a déjà beaucoup d'historique, tu vois, pour que ce soit complètement neutre. Est-ce que tu trouves aussi que les relations interpersonnes, c'est vraiment difficile? Mais c'est pas facile, quoi. Le truc, c'est que les personnes, elles sont pas parfaites. On a tous des qualités et des défauts. Et quand on aime, on doit aussi aimer les défauts de la personne, tu vois. Et je pense qu'on oublie ça. On oublie ça aussi. Il faut aimer toute la personne, quoi. C'est vrai. Mais nous aussi, on n'est pas parfaits. Hein. Il faut pas. Il faut les autres tous aussi. Non. Et en plus, on est tous un peu aveugles à nos propres blind spots, à nos défauts, tu vois. Mais oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, genre, là, on en parle, là, ça veut pas dire que nous, on est parfaits, là. Genre, je pense que s'il y a quelqu'un d'imparfait, c'est moi, puis c'est ça, là. Quand on a cette discussion, c'est... Genre, parfois, je vais un peu m'attarder sur certaines choses parce que ça me touche aussi, puis je me retrouve un peu là-dedans, puis parfois, j'ai juste des situations que je sais pas comment faire, et puis... genre, tu sais, j'ai cette lutte-là en moi entre, OK, ça va où? C'est où la limite où je me dis, OK, ça, c'est mon ego qui m'empêche de faire ci ou de faire ça. Ou parfois, c'est juste mes principes et puis mes valeurs et puis ma logique qui me dit, OK, ça marche pas là, tu vois. Mais tu sais que, encore une fois, quand je te disais, tu sais, l'analyse, et comme la liste des pour et des contre. Quand tu sais, j'ai un gros achat à faire, je fais la liste des pour et des contre. Quand pour voyager, pour pondérer, je pondère. Mais tu sais, je fais ça pour moi aussi. Des fois, ça m'arrive périodiquement de faire une liste, genre Estelle, pour et contre. Est-ce que je suis aujourd'hui la meilleure version de moi-même, de ce que je peux être? Je trouve que l'introspection, l'analyse de soi-même, c'est un exercice super important et crucial. Est-ce que j'aime la personne que je suis, justement? Est-ce que je peux faire mieux? La réponse est oui. On peut toujours faire mieux. Hein. Il faut pas arrêter. Non, c'est toujours... L'apprentissage continue, là, et tout ça, on peut toujours être mieux. Définitivement. OK. Est-ce qu'on revient sur Séoul? OK, on revient sur Séoul. Donc, c'est sûr. Donc, j'étais dans une université qui s'appelle Seoul National University. C'est une super université, super réputée. C'est un peu comme le Harvard de la Corée, tu vois. Comme déjà, quand je disais aux gens locaux que j'allais il y avait comme un certain prestige, tu vois. Et c'était super bien. Donc, j'étais en résidence. C'était un peu dans les montagnes. C'était un peu exclu. Donc, c'était super beau. Je faisais des randonnées. Des fois, j'étais super fit quand j'habitais en Corée. Et tout. Ouais, j'allais en cours. Le système, en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont matché à un buddy coréen. Donc, j'avais un buddy coréen qui me montrait un peu. Et tu sais, comme il y avait des trucs un peu comme Flush, pour ceux qui ont étudié au Canada, tu sais, les jeudis, on allait boire. Il y avait des jeux, des trucs de sport, scavenger hunt, tu vois. Ils ont vraiment mis des efforts en place pour que nous, les étrangers, on était inclus. Mais je dirais que en Corée, les gens ne parlaient pas trop anglais. Donc, c'est déjà un obstacle, tu vois, la communication. Les élèves qui ont signé pour ce buddy system, pour être mon buddy, tu vois, c'était des gens qui parlaient déjà anglais, qui étaient plus ouverts d'esprit, qui voulaient déjà savoir plus sur d'autres cultures. Mais je disais que le jour au jour, dans mes classes, c'est sûr que les Coréens, comme average, là, ils voulaient pas trop se mélanger avec les étrangers. Comme quand on avait des travaux de groupe, ils voulaient pas se mettre avec nous. Après, je comprends aussi, c'est pas seulement qu'on est étranger, c'est qu'on parle pas la même langue. Et aussi, c'est que, et à McGill, c'est la même chose, parce que quand tu avais des international students à McGill, tu voulais pas aussi te mettre trop avec eux, parce que quand tu es en échange, tes notes ne comptent pas. C'est pass or fail. Donc, tu vas pas shoot pour le A, là. Si tu peux avoir le B, c'est bien. Le C même, c'est bien. Tant que tu passes, tu vois. Ouais, et tu utilises le reste du temps pour faire la fête. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait ça aussi. Mais bon, après, ouais, c'était pas les gens les plus chaleureux, etc. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un... Moi, j'aime, en fait,
l'anonymat. J'aime, tu sais, je vais au bus, métro, etc. Je fais mes affaires, j'achète mes fruits, mes légumes, etc. Je rentre chez moi, la paix, tranquille, quoi. J'aime pas, tu sais, quand les gens aussi te demandent trop, tu sais, quand t'es en petite ville, en province, là, les gens te demandent, comment ça se passe? Machin va bien, comme tout le monde connaît ta vie aussi. Ouais. Non. Ouais. Après, je trouvais que c'était super sécuritaire et tout. La bouffe était super abordable et tout. Je mangeais souvent coréen. C'est sûr que des fois, tous les jours, là, pendant des mois, ça m'a un peu fatiguée. Je voulais manger des fois de la bouffe un peu occidentale et tout. C'était un peu plus cher, mais c'était comme, encore une fois... Il y avait les McDo là-bas. Ouais, il y avait McDo là-bas. Évidemment. Pareil qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas d'eau, mais il y a des McDo. Je sais pas où j'ai écouté ça, mais bon, je pense que ça devait être dans une chanson où... Mais... Actually, non, mais il y avait des trucs locaux. Il y avait le bulgogi burger qui était genre un peu sucré, tu sais, avec la sauce aigre douce, là. Et ouais. Ouais, non, il y a le McDo même en Inde, mais je pense qu'ils servent pas de vache, ils servent le poulet, là, à cause de leur culture. Ok. Ouais. Mais maintenant, ok, ce que je veux savoir maintenant, c'est quoi ton expérience globalement en tant que femme noire? Parce que tu as voyagé dans beaucoup de pays. C'est quoi le pire pays pour toi? Où tu t'es senti vraiment, on voulait t'attraper puis te faire du mal, là? Où c'était bien globalement? Je pense qu'il y avait jamais eu un pays en particulier où je comme oh my god, c'était horrible, j'ai eu peur pour ma vie, tu vois. Mais il y a toujours eu quelques incidents. En vrai, dans la plupart des pays, tu vois, où je suis allée, même des pays comme européens là connus où c'était comme l'Italie là, je me rappelle une fois j'étais dans le bus, un gars m'a approché, il a fait comme ça Ebola genre, tu vois. Wow, okay. Des trucs comme ça dans le genre. En Corée, franchement, j'ai eu pas trop de... Non, j'arrive pas... Genre, c'est juste vraiment des petits vieux qui m'ont demandé des photos. Mais mes seuls problèmes en Corée, en fait, que j'ai eu, c'était avec des Américains, en fait. Ok. Donc, en Corée du Sud, il y a une base militaire américaine. Ouais, là-bas, ouais. À cause de la Corée du Nord. Et donc, il y a des soldats américains. Genre, des Américains. Et je me rappelle une fois, j'étais donc au quartier international, qui est où cette base elle allait. Donc les fois où j'avais envie de manger de la bouffe western, j'allais là-bas et tout. Et c'était toujours mes interactions avec ces gens-là, tu vois, qui étaient un peu, tu sais, des soldats, un peu comme peur en tant que femme, tu vois. Ils nous suivaient, ils étaient relous, tu vois, ils étaient lourds, etc. Ils faisaient des commentaires déplacés, tu vois, un peu fétiches envers les femmes asiatiques. Ouais. Ils disaient des choses vraiment complètement dégueulasses, déplacées. Je suis comme, juste rentre chez toi, mec. Mais à ton avis, ça vient d'où, là? Ok, non, j'avais une idée qui m'avait traversé l'esprit quand tu parlais de ton expérience. Je voulais juste dire, est-ce que toi aussi tu as l'impression que parfois le racisme, c'est pas juste... On est tous des noirs, ok? Mais maintenant, parmi cette variété de noirs que nous sommes, avec chacun son statut et puis tout ça, on peut vivre le racisme différemment. Oui. Dans le sens de, ok, moi parce que quand je sors, je suis habillé d'une façon, ou quand je vais travailler, je suis habillé d'une certaine façon. Il y a certaines choses que je ne vais pas expérimenter. Okay? Parce que, on va dire que j'ai un certain statut dans la société qui fait qu'il y a certaines personnes qui n'oseront pas me faire certaines attaques. Versus quelqu'un qui est noir aussi, mais ok, qui n'a pas vraiment les moyens ou qui s'habille d'une certaine façon ou ok, qui laisse prétendre qu'il n'est pas très aisé que ça. Tu vois? Ça veut dire que lui, il est encore plus vulnérable à certaines attaques. Parfois, est-ce que toi aussi, Oui, là, tu abordes plusieurs sujets. Donc, il y a comme une discrimination, en fait, envers de classe sociale. Et ensuite, il y a une discrimination envers noirs. Ouais. Et là aussi, donc, on aborde plusieurs sujets. On aborde aussi le sujet de l'intersectionnalité, en fait. Donc, moi aussi, femme et noir. Ouais. Donc, c'est deux raisons. Et c'est ce genre de choses, d'habitude, c'est pas juste cumulatif, c'est exponentiel. Donc, c'est exponentiellement discriminé. Mais même, tu sais, genre, même les hommes noirs, tu sais, t'écoutes des vidéos, etc. Je vais pas citer de nom, mais quelqu'un avec qui on travaille aussi m'a dit que ça lui est arrivé. Et il s'habille bien aussi
Tu vois, c'est qui? Ouais, je vois, c'est qui. Ok. Ouais. La personne que tu m'as piqué, genre. Oui, je sais. Ouais, ok. Donc. La personne que j'y ai piqué. Ouais. Ok, continue. Donc, il disait qu'il s'est fait suivre dans une boutique, en fait. Tu vois? Ouais, mais même en tant que bien habillé et tout, les gens y croient pas, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que comme si t'es un homme noir avec des moyens, les gens vont laisser passer, quoi. Oui. Si Ouais. t'as l'argent à dépenser. Ils oseront pas. Ouais. Alors que si... Mais je sais pas pourquoi tu dis ça. Du coup, tu penses que je m'habille pas bien, c'est ça? Non, c'est pas ce que je vais dire. Non. Je blague. Ce que je vais dire, c'est, OK, c'est sûr que ton expérience en tant que toi, étudiante à McGill, qui fait un échange là-bas, sera un petit peu différent. Mais en fait, ça je l'ai vécu à Cuba, en fait. À Cuba, donc moi, je parle espagnol. Quand j'étais arrivée à Cuba, je parlais espagnol tout le temps. J'étais restée dans une casa familiale, donc avec une famille cubaine. Tu vois, je voulais expérimenter la vraie expérience cubaine, quoi. Ouais. Et ça, c'était un problème. Parce que les gens, finalement, ils pensaient que moi, j'étais cubaine. Donc, j'étais cubaine noire. Et j'ai souffert beaucoup de discrimination, beaucoup de sexisme. Tu sais, le catcalling à Cuba, j'ai jamais... C'était lourd, hein. Je pouvais pas marcher 100 mètres sans quelqu'un m'interpeller. C'était des commentaires déplacés, mais vraiment la lourdeur, quoi. Femme noire, cubaine. Quand j'ai réalisé ça, en fait, et j'ai commencé à me présenter comme une Américaine, comme une touriste, quoi. J'ai mis ma caméra là autour du cou. J'ai commencé à parler que anglais. Le traitement a changé 100%, complètement. Tu vois, c'est incroyable. J'étais habillée de la même manière, j'étais la même personne. C'était juste que j'ai arrêté de parler espagnol, j'ai commencé à parler anglais. Du coup, j'étais plus une cubaine noire, mais j'étais une touriste aisée. Et ça a changé complètement la donne. C'est là que tu te dis, les gens qui font les discriminations ou qui sont racistes, tu sais, ils n'ont pas vraiment d'arguments valables. Parce que pour deux personnes de la même couleur, mais qui, peut-être parce que tu es américaine ou parce que tu as un certain statut ou parce que tu fais une certaine job, tout à coup, genre, OK, on te discrimine pas comme les autres. Bien sûr que les gens qui sont racistes, ils n'ont aucune... Non, parce que, je veux dire, scientifiquement, c'est une race, là, c'est la race humaine. Non, ils n'ont aucune excuse. Mais ça, cette question de colorisme, finalement, qu'il y a beaucoup dans les îles. Et ce qui s'est passé à Cuba, parce que c'était pas des gens blancs, c'était des gens qui avaient 2, 3, 4 couleurs de teint plus clair que moi, là. Mais c'était quand même des gens racisés, tu vois, qui... C'était du colorisme. Et ça arrivait, par exemple, ma grand-mère. Elle me racontait que ça lui arrivait entre elle et sa sœur. Parce que ma grand-mère, elle est dark skin et sa sœur, elle est light skin. Mais c'était comme même père, même mère. Et même éducation, même expérience. Mais une personne est plus claire l'autre. Comme ça, c'était pas la même réalité, quoi. Ouais, je sais pas si les bruits qui passent rentrent dans... Il y a une manifestation dehors, j'espère. Dans notre podcast, mais il y a une manifestation dehors. C'est quoi la manifestation? Je sais pas, hein, parce que je sais que vendredi, c'était le jour du Orange Shirt Day, mais peut-être que ça continue, je sais pas. Mais au centre-ville de Montréal, il y a toujours des manifestations pour toutes sortes de choses. Ouais. OK. Selon toi... Mais donc, justement, mon père, il était venu ici il y a quelques jours et on parlait du Libéria. Donc, qui est cet état d'esclaves libérés des États-Unis qui sont rentrés en Afrique, qui ont fait le Libéria et qui ont un peu... discriminé ceux qui sont venus trouver. Des gens locaux. Et il y avait ces deux classes de citoyens, donc les Américains libérés versus les locaux. Et c'était aussi... Moi, ça me fascine. Je sais pas c'est quoi. OK, j'ai déjà lu un livre là-dessus. Je sais pas si tu as déjà lu Une brève histoire de l'humanité. Je pense que c'est Yuan quelque chose. Ouais, Sapiens. Ouais, je l'ai lu. Ouais, Sapiens, c'est ça. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses, mais la réponse que j'ai pas trouvée là-dedans, c'est... Si je te demande, OK, pourquoi les gens sont racistes? Qu'est-ce que tu dirais? Ça serait quoi ta réponse? Je sais pas, hein, j'ai beaucoup débattu là-dessus. Et puis, il y avait ce gars-là qui m'a vraiment embêté là-dessus et qui m'a dit que c'était normal. Parce que, en fait, l'être humain
a peur de l'inconnu. Parce que tu sais pas si l'inconnu va te tuer ou pas. De l'époque là où on était hunters, scavengers et tout ça. Donc, tu regardes un homme différent de toi. Donc, une peau blanche ou une peau noire. C'est un inconnu, tu sais pas si c'est... C'est une menace pour toi. Ouais. Mais je sais pas, je trouve que c'est quand même une différence tellement superficielle là, parce que tu regardes les chiens là, ils font pas ça. Ouais. Les autres animaux qui ont plusieurs couleurs, l'autre, ils font pas ça. Ouais. Mais tu sais, genre, l'argument de la personne, j'ai pas envie de le dismiss complètement, dans le sens de, ok, ouais, ça expliquerait. Non, ça expliquerait des choses, mais je veux dire, à notre époque, c'est juste que c'est différent. On a tellement d'informations que cet argument-là ne peut plus tenir la route, tu vois. C'est ça. On sait que c'est pas le cas. Ouais, on sait que c'est pas le cas. Bref. Non, et cette personne-là, elle est médecin, hein, je sais pas. Ouais. Et il a des propos très limites, hein, en tout cas. Ça part pas bien, là. Ok, maintenant je veux revenir sur tes études, sur ton parcours. Là, t'es parti jusqu'à une maîtrise. Pourquoi? Encore une fois. Ta maîtrise, c'était en quoi? En finance, toujours. En finance, ok. Financial investment. Ouais, ma thèse m'a presque tuée, là. Franchement. J'en doute pas une seconde. Pour le coup, j'ai fini l'école. Hein. L'école et moi, c'est fini. Tu peux plus en entendre parler? Hein, rien savoir. J'irai pas jusqu'en PhD, non. Non, je sais pas. Franchement, j'ai fini McGill comme ça. Donc, 3 ans, tu vois, j'étais pas sûre. Encore une fois, qu'est-ce que je voulais faire? Tu vois, j'ai pris un peu de temps encore pour voyager. Pendant toute ma scolarité de McGill, j'étais pas rentrée en Angola. La première chose que j'ai fait quand j'ai fini McGill, c'est partir 1 mois au pays, là, rentrer chez moi, prendre du temps, recharger, tu vois, parce que c'était vraiment fatigant. Ça m'avait épuisée. Mais je trouvais que j'avais pas fini d'apprendre. Et après, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas trop cette culture de maîtrise, tu vois. Mais en Europe, oui. Ouais, en Europe, oui. Et en Afrique aussi, oui. Ouais, donc, je voulais faire ma maîtrise pour garder l'Europe et l'Afrique comme option pour vivre après plus tard. Et je trouvais que c'était juste plus facile, tu vois, d'étudier d'un coup que d'arrêter, commencer à travailler, etc. Et ensuite, quand tu reçois ton salaire et tout ça, tu veux pas retourner à ta vie de broke student, là. Non, mon appart, là, non, je pourrais pas vivre maintenant dans l'appart que je vivais en étudiante, là. Non. Ok. Mais est-ce que ça, c'était l'influence? Est-ce que c'était toi? Genre, t'avais vraiment envie de pousser ou c'était tes parents? Non, c'est pas mes parents du tout, là. C'était moi, 100%. Ok. Ouais. Non, j'ai fait des recherches et puis je cherchais le meilleur qualité-prix, tu vois. Un truc pas trop cher, mais qui était encore reconnu et tout ça. Et c'est pour ça que finalement, je suis allée en Hollande. Ok. Parce que c'était un bon programme. Mais c'était aussi 1 an, tu vois. C'était pas 2. Et je voulais pas aussi étudier comme pour toujours, là. Ouais. Si je te demande qu'est-ce que tu cherches dans la vie, ça serait quoi ta réponse? Être heureuse. Être heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire être heureuse? C'est trop vague, là. Ouais, c'est vraiment vague. C'est vraiment vague. C'est vrai. Je sais pas si on est vraiment heureux, genre t'arrives à un stade de je suis heureux, mais je sais pas, peut-être pas heureux, genre genre tu sais, genre en portugais on dit patete alegre, genre un clown qui rit tout le temps, mais genre être satisfait de ma vie, être satisfait de moi-même, être fier de toi. Exact. Parce que j'ai l'impression, même si ce que tu veux, tes ambitions, je sais pas moi, tout ce que tu veux, si tu arrives à le réaliser, ça veut pas dire que chaque jour tu vas être bien. Il va y avoir des jours que t'es mal, il va y avoir des jours que t'es bien. Mais je dirais plus que ça, tu vois, parce que je dirais, il faut que tu sois heureux même si tu ne réalises pas ce que tu veux. Parce que tu sais, le futur, il est pas garanti, là. Le prédire, c'est de la folie, genre, tu peux pas te projeter et dire que oui, j'aurais fait ça. Parce que la vérité, là, probablement, tu vas pas faire ça. Peut-être que tu vas avoir un autre chemin, un autre détour, et tu vas réaliser plus que tu avais un jour imaginé, en fait, tu vois. C'est vrai. Dans ce cas, ça serait quoi? Et peut-être tu peux changer d'avis et tu as le droit. Exactement, tu peux changer d'avis. Dans ce cas, ça serait quoi le bonheur, selon toi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que le bonheur, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est la cuisine? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai une réponse temporaire parce que ça change. C'est quoi ta réponse? Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, j'aurais dit autre chose, mais là, en ce moment, pour moi, le bonheur, je pense que c'est la paix, genre. La paix, mais la paix intérieure. Genre, que tu sois apaisé, que
t'as pas de conflit interne, que t'as pas de choses qui te tourmentent. Ouais. Genre, juste être en paix, là. Tu vois, j'ai l'impression que si t'es juste en paix, même si t'as pas l'argent, même si t'as pas l'amour, même si t'as pas... Genre, t'es quand même bien. Même l'argent, c'est relatif, là. Franchement, on n'a pas besoin d'être riche pour être heureux, tu vois. Tu peux avoir l'argent, mais si t'as pas la paix, t'es pas bien, là. Ouais. Non, je suis d'accord. La paix interne, et tu sais, genre, savoir aimer sa propre compagnie, quoi, tu vois. Ouais. Pas avoir de démons dans sa tête. Juste vraiment la paix interne. Mais pour atteindre ça, c'est difficile. Mais tu sais, ce qui rend ça le plus difficile, à mon avis, c'est que on se rend pas compte que c'est ça le plus important. On passe notre temps à courir après autre chose. Non, mais ça, c'est souvent le problème, c'est que on ne réalise pas le bonheur sur le moment. Juste en regardant en arrière, je suis tellement heureuse si je le savais pas, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Genre, parfois on a des moments où on est vraiment heureux, on est bien, mais genre, on s'en rend même pas compte, puis on veut déjà autre chose, puis dans notre tête. Mais tu sais, encore une fois, n'oublie pas de t'aimer, genre, juste prendre le temps pour soi-même, tu vois, et des plaisirs simples. Ouais, des plaisirs simples. Ça peut être juste lire un livre, boire ton café, voir ta série Netflix, faire tes ongles, arroser tes plantes, je sais pas, balader ton chien, ton chat, je sais pas. Lis-tu? Oui. Je sais que tu lis. Tu lis beaucoup. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu lis? En ce moment, je suis en train de lire The Soul of a Woman de Isabelle Allende. Est-ce que c'est un roman? C'est quoi? Non, donc c'est une auteure péruvienne. Donc elle écrit sur les femmes de sa vie qui l'ont influencée et qui comme l'ont marqué. Donc c'est vraiment c'est elle, sa Soul of a Woman, mais ça parle vraiment de l'histoire de toutes les femmes de sa vie. Ok. Si tu devrais recommander, je sais pas moi, 3 livres. 3 livres. Ouais. Mais Sapiens, c'est un bon livre. Ouais, Sapiens, je pense que tout le monde devrait lire ça. Sapiens. C'est la base. Ouais. Après, le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. C'est un bon livre. Et si tu peux le lire dans la langue originale, en portugais. En plus, c'est pas gros comme livre, c'est un petit livre. Ça non, se lit même rapidement. le livre que je lis, en vrai, c'est que j'étais vraiment occupée là, mais tu peux le lire en une afternoon. Ouais. Un 3e livre. Le livre que j'ai lu là, c'est Kafka on the Sea de Murakami. C'est une fiction, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un bel livre. Ok. Mais ouais, c'est un 4e aussi. J'ai lu un livre récemment. C'est un auteur qui a écrit en fait sur sa vie. C'est une autobiographie. C'est un parcours vraiment intéressant. C'est When Breath Becomes Air, ça s'appelle. Et lui, il a étudié en fait pour être philosophe. Mais il a décidé que finalement... Et son père était médecin, mais il ne voulait pas savoir de la médecine. Et finalement, il a étudié la philosophie et s'est rendu compte que les grosses questions de la vie, elles ne vont jamais être répondues. Et il est parti dans dire, mais tu sais quoi? Le cerveau, c'est ce qui contient toutes ces grosses questions. Ouais. Et il a décidé finalement de retourner aux études, de faire médecine, d'aller en neurosciences, etc. Malheureusement, il a été diagnostiqué avec le cancer. Il est décédé. Donc, ce livre parle de sa vie, de son parcours, mais aussi de l'acceptation de sa fate, quoi, qu'il allait mourir. Et c'est une vraie histoire, c'est vraiment lui qui l'a écrit, etc. Ouais. Et c'est super intéressant parce que c'est lui... Est-ce qu'il a commencé par écrire quand il a eu le cancer? Ouais. Waouh. Ok, ouais, ça doit être vraiment profond comme livre, ça. Et tu sais, ça, et lui, il est médecin, donc il a déjà été dans l'autre rôle où il y avait des patients et tout ça, et ce role reversal, que lui, il est devenu patient. Ce livre est super intéressant, je le recommande. Redis-moi le nom. When Breath Becomes Air. Je peux te le prêter, hein, je l'ai à la maison. Ok, définitivement, j'ai envie de lire. Ouais. Donc l'acceptation aussi de la mort, etc. Mais c'est vraiment triste parce que, bon, je sais pas si je devrais te spoiler, mais bon, de toute façon, tu sais le livre qu'il meurt, mais il a eu un bébé, je sais, il a même pas pu la rencontrer. Donc est-ce qu'il a pu finir le livre avant de mourir? Oui. Wow. Les histoires comme ça, là, okay, pour une personne qui va être analytique et puis qui va vouloir réfléchir puis prendre des décisions. Mais ça sert à rien parce qu'il y a un truc qui peut arriver comme ça et puis qui change tout. C'est là que tu te dis, ok, ben peut-être que je devrais juste être fou là, puis faire tout ce dont j'ai envie, puis arrêter de me poser 10 000 questions, puis c'est ça, parce que tu sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer demain. Ouais.
Un truc qui va se passer, puis tout ton temps à réfléchir ou à... Est-ce que c'est Gandhi qui disait que tu devais vivre comme si tu allais mourir demain et apprendre comme si tu allais vivre pour toujours? Mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais within reason, non. On le fait pas parce que... Non, mais within reason, là, tu peux pas aller partir comme si tu allais vraiment mourir et vider ton compte en banque. Et si demain tu meurs pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la galère. Ouais. Non, mais est-ce que si tu mourais aujourd'hui, tu peux dire que tu as vécu? Que tu as une bonne vie? Je dirais que j'aurais pu vivre plus. Pas que j'ai pas vécu, mais j'aurais pu vivre plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre plus, tu vois? Parce que si c'est quelque chose de concret, si je veux voir plus ma famille, je veux voyager, fais-le. Trouve un moyen de le faire. C'est pas trop... Justement, tu vois, on fait l'exercice parce qu'en fait, t'as le temps, c'est pas trop tard, tu peux le changer, tu peux vivre plus. C'est vrai. C'est fou, hein? Ouais. Genre, quand je fais ce podcast-là, comme ça, on a des discussions... C'est pour ça aussi que j'aime pas venir avec des questions puis faire des... Ce matin, j'avais aucune idée qu'on allait arriver à parler de ça, parler de cancer, puis parler de pas trop se poser de questions, de juste vivre. Mais on est arrivé là, tu vois. Pour moi, c'est naturel. Puis, genre, quand j'ai ce genre de discussion, après, ben, j'ai des clics dans la tête qui me disent « Oh, ben, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu vois. » Ouais. Mais après, tu sais, la mort... ça fait partie de la vie, c'est naturel, tu vois. C'est aussi, selon moi, ce qui valorise la vie. Le fait qu'elle soit, tu sais, finite, limitée. Parce qu'un truc, si on avait tous les jours, tu vois, imagine la journée parfaite. Pour toi, c'est quoi? On va dire, pour moi, c'est aller à la plage. Si j'allais à la plage tous les jours, ça n'aurait plus de valeur, tu vois. Ouais, ça n'aurait plus de valeur. Ouais. Mais un autre truc que j'ai dit, tu sais... Encore une fois, tu sais que la mort, tu sais pas, tu peux pas la prédire, mais tu sais aussi quand elle vient, tu sais quand les gens sont plus âgés, etc. Et moi, je te dis, prends le temps de aller parler avec tes grands-parents. En plus, regarde comme avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. Ouais, vraiment. Documente leur histoire, parle avec eux, demande-leur. C'est super important. Je te le dis là, t'es responsable parce que moi, après, on va finir d'enregistrer ça, je vais aller faire des dingueries. Et puis, ça sera ta faute, là. Tu vas aller faire de quoi? Je vais aller faire des folies, là. Je me responsabilise. Non, Chacun est maître de sa vie. Je vais aller faire des folies, puis demain, je vais me réveiller. Si j'ai des regrets, je vais t'appeler, puis je vais te dire... ouais, et demain, on doit aller voter. Ouais, mais genre, c'est quoi travailler? C'est quoi voter quand, genre, tu sais que dans une semaine, tu vas mourir. Mais tu sais pas, c'est ça le truc. Tu sais pas. Mais tu sais pas, mais il faut vivre comme si, c'est ça que tu viens de dire. Ouais. C'est ce que j'ai viens de dire. Mais il faut trouver un juste milieu. C'est ça, un juste milieu, l'équilibre. Ouais. Parce que les conséquences existent quand même. Ouais, bien sûr. Tu veux faire des trucs et puis vivre le reste de ta vie avec les conséquences. Toutes les actions ont des conséquences, ça, il faut... C'est pour ça que j'aime pondérer mes étapes, mais tu vois, mais après, c'est paralysant. Alors, il faut réfléchir. C'est vrai. Faut trouver le juste milieu, je pense. Tu vois, ouais, vraiment, entre vivre dans le futur et dans le présent, tu vois. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le podcast avant qu'on finisse? Est-ce qu'on va finir? Tu penses qu'on a fait combien de temps? Aucune idée. Ouais, ce qui est fou avec ça, c'est que moi, si j'ai aucune idée combien de temps on a fait. Non, je sais pas. Il faudrait peut-être que je chronomètre. Ouais, peut-être. Mais bon, c'est sûr que ouais, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait des voyages très différents, tu vois. Genre, j'ai fait des voyages où j'avais tout chronométré à la minute, tu vois. Je me levais à 4h du matin pour voir le sunrise dans les temples et tout ça. Je passais toute la journée. J'ai fait d'autres voyages où j'étais un beach bum, genre aucun plan dans la plage comme ça, genre jour le jour, quoi. C'est quoi le pays que tu aimerais visiter maintenant? Mais là, bientôt, on va à Abidjan, ensemble, pour le mariage d'une amie à nous. Et ça va être ta première fois en Afrique de l'Ouest. Ouais, j'ai vraiment hâte. Tu vas kiffer et ça. je vais passer au Maroc d'abord. Ça va être ma première fois en Afrique du Nord. Mais j'ai beaucoup envie d'aller au Pérou, à Machu Picchu. J'ai énormément envie d'aller à Istanbul. Ça a l'air magnifique. J'ai envie de faire la montgolfière et tout. Genre, marché des épices, tu sais, le côté européen, le côté asiatique, juste voir le truc. Et j'aimerais beaucoup aussi aller au Kenya, en Tanzanie, tout ce côté est de l'Afrique, là, que je connais pas non plus. J'ai beaucoup envie d'aller à Dakar, au Sénégal.
Quand je commence ma liste, il me reste encore beaucoup d'endroits que j'ai envie d'y aller. Hein. J'ai pas fini. Singapour aussi, je suis jamais allée, je veux y aller. La Chine, finalement, je suis pas allée aussi. Ouais. Je suis allée à Hong Kong, mais pas mainland China, voir la grande muraille de Chine et tout, là, c'est pas... Si tu devais te donner un conseil à toi-même, ou c'est quoi le conseil que tu te donnes à toi-même, que tu t'aimerais appliquer, mais que tu as encore de la difficulté à appliquer, ça serait quoi? Ah, c'est dur, ça. Un conseil à moi-même. Ouais. Non, franchement, genre, fais confiance à tes instincts, tu vois. Ta petite voix dans ta tête. Ouais. Des fois, tu vois, avec cette analyse qui est paralysante, finalement, et tout, finalement, tu prends une décision, mais tu retournes en arrière. Tu second guess. T'es là comme, oh, peut-être que... Non, juste écoute-toi. Écoute tes instincts. Puis avance. T'as eu ce sentiment pour une raison, tu vois. Ouais, puis fonce. Ouais. C'est vrai. Maintenant, si tu devrais donner un conseil, parce que tu es un exemple de réussite. Je sais que tu n'es pas encore là où tu veux être. C'est certain, OK? Je ne suis pas là où je veux être. Mais je veux dire, tu es arrivé à une place aujourd'hui. Tu as fait de brillantes études, tu as voyagé, tu as un très bon job, un très bon travail. Parce que si quelqu'un m'écoute de France puis je dis une job, ça va pas là. Mais au Québec, ça va. Non, mais les gens ils vont écouter mon accent, ils vont dire elle est québécoise. Oui, je suis. Ouais, fait que c'est ça. Si là, t'es un exemple de réussite, il y a plusieurs personnes derrière toi qui te regardent puis qui se disent oh, j'aimerais vraiment faire comme Estelle. J'aimerais arriver là où elle a un bon travail dans une très grosse compagnie, tout ça. C'est quoi ton conseil? Non, franchement, je pense que nous, notre génération, comme les gens en dessous, un peu au-dessus de nous, de notre âge, là, ils ont vraiment compris que nous, en tant que communauté noire, on doit s'entraider. Tu vois? Ouais. Juste surround yourself avec des bons mentors, des gens meilleurs que toi, qui vont te pousser à être mieux, en fait. C'est vrai. Et je pense qu'on a aussi compris que c'est notre devoir, en fait, de vraiment s'entraider, se donner la main, tu vois, et se tirer vers le haut. Plus de crabs in a barrel. Et ça, dans les vieilles générations, c'est ce qui arrivait dans les communautés noires, tu vois. Tu voyais un crabe qui essaye de sortir du barrel, les gens qui le poussent vers le bas. Ouais. Mais non. Faut moi, je veux tous vers le haut. Moi, je veux que les gens réussissent. Je veux que tu le plus vers le haut, le plus on s'entretire, le tous en bas en haut, en fait. Et il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que lui il va vers le haut que toi tu vas vers le bas. Non. C'est ça. Il y a de la place pour nous tous là, en haut. J'aime tellement ton point. Ouais, vraiment. Et tu sais, c'est ce que tu dis là, que oh waouh, t'as réussi et tout. Et c'est difficile pour moi de le dire. J'ai l'impression que c'est comme tabou et de me voir comme ça, tu vois. Mais récemment, tu sais, l'événement qu'on a eu à McGill là, et tout. Je m'en souviens. Ouais. C'est quand même drôle pour moi parce que j'étais à leur place il y a quelques années et tout ça. Et finalement, moi, je suis là en tant que, tu sais, mentor, speaker, etc. J'ai reçu plein de messages sur LinkedIn à ce sujet. Et non, mais franchement, ouais. Non, tu sais, parce que t'es acteur, tu peux pas le voir, tu vois. Ouais. Mais quelqu'un qui te regarde aller et se dit, OK, ce que tu accomplis, c'est incroyable, tu vois. Parce que dis-toi qu'il y a plein de gens qui essaient de le faire, mais je te le dis, on s'en rend pas compte, mais c'est difficile. Ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de résilience tous les jours. Mais si tu arrives à le faire, prends un moment, puis jette-toi des fleurs, quoi. Sinon, si je t'en jette, il faut que tu les acceptes. All right. J'avais une dernière question pour toi. OK. Donc, la théorie du possible. Tu as déjà dit ce que ça t'inspirait. Oui. Si tu avais un mot de fin. Mais justement, ça va avec ce qu'on vient de dire, tu vois. Il y a des choses qu'on ne croyait pas possibles qui finalement le sont, tu vois. Ouais. Alors, juste dream big, shoot for the stars. Comme, ne te mets pas des limites qui n'existent pas finalement. Ouais. Ou du moins, tu vois, peut-être qu'il y a des limites qui sont
sociétale, on va dire, t'as pas besoin de toi, de t'en mettre plus de limites que ça, tu vois. Juste travaille fort, fais ce que tu as à faire. Des fois, tu réussis pas, mais même le chemin en vaut la peine, quoi. Ouais. Et des fois, tu réussis mieux de ce que tu aurais pu rêver, tu vois. Mais ça, ce que tu dis là, c'est tellement important, puis je le sais, comme je sais plein d'autres choses, mais je me fais toujours avoir, genre, dans le sens de, ok, je sais, même quand tu fais quelque chose, tu essaies de faire quelque chose, puis t'échoues, t'apprends de ça. Mais tu vois. oui. Mais ça fait pas en sorte que le fait que je le sache, si je fais quelque chose de mal puis j'échoue, je suis pas mad là. Je suis vraiment mad. J'aime pas ça. Ouais. Mais après, c'est ça le truc. Change ta mesure de réussite. Change ton KPI, quoi. C'est quoi la réussite? Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, peut-être t'as réussi dans d'autres termes. Ouais, non, clairement, t'as toujours réussi dans d'autres termes. Parce que même quand il t'arrive quelque chose de terrible, tu sais, à la fin de tout ça, de tout ce chaos-là, quand tu sors de ça, t'as appris tellement de choses, puis t'es devenu une personne plus forte, une personne différente. Mais il faut juste que tu trouves le moyen de pouvoir te le dire pendant que ça se passe, pendant que t'es dans le feu, dans le chaos de tout ça, de te dire, OK, ça va m'apporter quelque chose de meilleur, puis c'est bien aussi que ça arrive, puis c'est pouvoir l'accepter, quoi. Qu'est-ce que ce podcast t'a apporté? Mais en tout cas, c'est une conversation sympa. Un dimanche après-midi, on est vraiment bien entre amis. C'est parfait. Finalement, j'avais pas de raison à avoir peur. Hein. Ouais, t'as vu? T'avais dit que t'étais stressé. Ouais. T'as vu, c'est pas si pire, puis je suis pas si pire. Là. Ouais. Ok, merci d'être passé. J'espère que t'as aimé ton expérience. Qu'on va se refaire ça. Ouais, j'espère que toi aussi t'as aimé mon interview. Ouais, définitivement. Ouais, vraiment. J'ai vraiment aimé le... Je pense parce que je suis quand même assez proche de toi. Ça a donné juste quelque chose de différent parce que par moment, on est vraiment parti dans des choses vraiment deep. Puis on a exploré certaines choses que peut-être on serait pas allé avec quelqu'un avec qui j'ai pas la même proximité que toi. Et ça, je trouve que c'est cool. J'espère que je vais juste publier ça parce que je sais pas, hein. Tu vas pas le publier? Waouh! Tu m'invites comme ça un dimanche, mon temps, tu vois. Regarde, au pire, on a discuté, c'était cool. T'as dit que c'était cool, non? Ouais, c'était cool. Non, je vais le publier. Je trouve que ça va être un des meilleurs. Définitivement, c'était vraiment une très bonne discussion pour lancer la saison 2 de la Théorie du Possible Podcast. Théorie du Possible Podcast. Je pense que c'est très bien, là. Inscrivez-vous. Ouais, tu veux le dire? Est-ce que tu veux faire la pub? Vas-y. C'est quoi? Est-ce que tu follow? Est-ce que tu like? Comment, subscribe? Il faut s'abonner sur Spotify, sur Apple Podcast. Il faut s'abonner pour le podcast, comme ça tu reçois les notifications dès que ça sort. En plus de ça, si vous voulez voir à quoi on ressemble, qu'est-ce qu'on faisait, comment on buvait notre café, à quoi ressemble Estelle, il faut aller sur YouTube. Et Moutaka, il faut aller sur YouTube. Non, moi, c'est pas important. Toi, c'est important. Parce que... Parce que quoi? So, si vous voulez voir Estelle, vous allez sur YouTube. Et puis, ouais, c'est ça, vous allez voir nos têtes là-bas. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Qui est demain lundi, on travaille. Ouais, il faut y aller là.